Bonjour Monsieur Ruffol. Bonjour. Vous êtes ancien journaliste au Figaro, essayiste et actuellement éditorialiste sur CNews. Alors, avant de commencer cet entretien, je tenais tout d'abord à remercier tous ceux qui suivent Omerta. Donc, nous venons de dépasser les 70 000 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est un véritable succès. Donc, si vous nous rejoignez, pensez à vous abonner. Enfin, pensez également à vous procurer en kiosque ou sur notre site internet le magazine d'Omerta qui fait un carton grâce à vous. Alors, nous allons commencer cet entretien par une question d'actualité. En tant qu'observateur du monde politique français, comment jugez-vous le dernier épisode de la gouvernance d'Emmanuel Macron, la réforme des retraites ? Comme étant une grande maladresse, une maladresse successive. D'abord sur la réforme des retraites elle-même. Moi, je suis pour, en effet, une réforme des retraites. Je pense qu'il faut travailler davantage, bien entendu, mais il y avait peut-être d'autres priorités que cette réforme des retraites-là. Et je dois avouer que j'ai été plutôt convaincu par, dans le fond, la mobilisation syndicale, bien que je me trouve en général assez éloigné des arguments syndicaux, mais j'ai trouvé qu'ils ont eu raison de mettre au jour quelques faiblesses dans les raisonnements du gouvernement et le débat médiatique en a fait apparaître d'autres. Et moi, j'ai été très sensible d'abord à l'argument qui a été celui du président de la République récemment de dire que cette réforme des retraites était urgente parce qu'il fallait rassurer les marchés financiers. On peut très bien entendre en effet que les marchés financiers aient besoin d'être rassurés sur la bonne gestion de la France parce que sur les marchés, l'Union européenne, l'Allemagne, qui nous prête pour l'instant à 3%, ce qui est déjà énorme, et que Macron avait des gages à donner. Simplement, si Macron a des gages à donner, c'est précisément parce qu'il n'avait mal géré jusqu'à présent l'économie française. On avait dit de lui que c'était un Mozart de l'économie. Il a encore plus endetté qu'auparavant. Il n'a jamais fait le désendettement attendu. Il a endetté avec la crise du Covid, sur laquelle j'ai beaucoup à dire. Il l'a endetté d'un surplus de 300 milliards d'euros, etc. Donc, plutôt que de sommer les Français d'avoir eux-mêmes à réparer les pots cassés, peut-être aurait-il pu lui-même reconnaître qu'il n'avait pas été à la hauteur de sa mission. Et puis d'autre part, dans cette réforme des retraites, vous avez 23 millions, je crois, de Français qui travaillent sur un total de 67 millions, et vous avez 10 millions de Français qui sont pour l'instant hors du circuit du travail, qu'ils soient chômeurs, qu'ils refusent de travailler ou qui aient des situations de ce genre. Et donc, peut-être que l'urgence aurait été également de remettre d'abord au travail ces 10 millions de Français qui ne travaillent pas afin d'éponger les déficits de l'assurance retraite et d'avoir des équilibres sur ce régime-là, sur ce régime de la répartition. Et d'autre part, je suis de ceux qui pensent que la capitalisation aurait dû être un sujet à aborder, et ce sujet n'a pas été abordé. Donc, au bout du compte, je suis de ceux qui pensent qu'en effet, cette réforme des retraites, bien que nécessaire, bien entendu, n'était pas urgente et était mal conduite. Parce que Emmanuel Macron s'est souvent vanté de son bilan du point de vue du chômage. Selon vous, il n'est pas allé assez loin dans, on va dire, des fois ce qu'on peut appeler certaines formes d'ubérisation, ou alors est-ce que vous pensez à d'autres moyens, on va dire, pour justement réfréner ce chômage ? Non, mais c'est vrai que sur le chômage, il se targue d'avoir fait baisser le chômage, et sans doute on peut se féliciter avec lui que des petits emplois, ce sont des petits emplois, ceux qui ont été remis de ce que vous appelez l'ubérisation. Moi, je ne suis pas contre l'ubérisation quand il s'agit de remettre des Français au travail, mais encore une fois, vous avez à peu près 4 millions de chômeurs et vous avez 3 millions de jeunes Français qui ne travaillent plus parce qu'ils ne veulent plus travailler. Ils profitent notamment de cette société de la solidarité qui fait qu'ils peuvent vivre sur le dos des autres, si je puis dire. Et vous avez des études qui montrent qu'au total, ce sont 10 millions de Français, les chiffres que je vous donnais précédemment, qui sont à l'écart du monde du travail, alors qu'ils pourraient travailler, qu'ils sont en état de travailler. Donc, c'est tout à fait naturellement... D'abord, c'est un taux qui est énorme. Et on aurait pu penser rationnellement qu'avant de sommer ceux qui travaillent déjà, qui triment déjà, qui ont déjà des impôts et qui auraient encore à travailler 2 ans de plus afin d'équilibrer un régime de retraite, de faire travailler d'abord tous ceux qui ne veulent pas travailler. Voilà, c'était un peu... Je pense qu'il y a un illogisme de départ et qui explique en partie... Alors, ce n'est pas dit ainsi, bien sûr, mais je pense que les Français comprennent quelle est l'injustice, dans le fond, de cette retraite-là. Mais cela dit, je ne participe pas de ceux qui nous disent qu'il faudrait travailler à 60 ans. C'est vrai qu'on est ridicule de voir que dans les autres pays européens, on travaille à 67 ans, 68 ans, et que nous, on ne veut pas dépasser 62. Je pense que cet argument n'est pas le bon. Mais en revanche, donc, il s'imposera bien sûr qu'on ait à travailler davantage. Mais pour l'instant, dans l'état d'éruption
de la société. Je pense qu'il était très maladroit d'avoir à s'entêter sur une réforme qui, encore une fois, n'était pas urgente. S'il y a des urgences, c'est le désendettement de l'État, c'est de reconstruire la cohésion nationale, c'est d'aller au secours de l'éducation nationale, du naufrage de l'éducation, aller au secours de la libanisation de la France, etc. Tout ça sont des dossiers qui devraient être urgemment ouverts et qui ne le seront pas. Justement, sur ce point de vue, on va dire plutôt libéral de la vision de l'économie, on a vu une partie des Républicains donc, qui a permis au gouvernement de ne pas être censuré. Vous, qu'est-ce que vous voyez comme avenir pour cette droite qu'on dit républicaine ? Oh bah, appelons-la la républicaine. Je ne mets pas en doute son caractère républicain, mais je pense que la droite n'existe plus. Ça y est, elle a fait la démonstration d'abord qu'elle a explosé. Elle a en tout cas été divisée. Alors certes, elle n'a pas encore explosé parce que ceux qui ont voté la motion de censure, y compris la motion de censure du Rassemblement national, ne seront pas exclus. Donc Olivier Marleix a eu d'ailleurs l'intelligence de remarquer qu'un parti d'opposition pouvait se mettre dans l'opposition, que ce n'était pas incongru, etc. Et donc, de ce point de vue-là, il a limité les pots cassés. Mais en effet, la droite, aujourd'hui, s'est fondue, dans le fond, dans le parti majoritaire. Et donc, elle n'a plus sa raison d'être. On voit bien qu'aujourd'hui, la véritable opposition, et je le regrette parce que c'était un peu ma famille politique de départ, cette droite républicaine, mais elle a manqué d'originalité et de courage au point tel qu'aujourd'hui, elle n'est plus que suiviste de Macron, ou alors tenter d'avoir à rejoindre maintenant ce qui se dessine d'une sorte d'union des droites, en tout cas d'un ralliement de certains républicains au Rassemblement national notamment. Je pense que c'est un petit peu ces lignes-là qui sont à poursuivre dans les mois à venir. Parce que c'est vrai que moi, pour parler avec quelques personnes qui sont dans ce parti, ils me disent qu'il y a eu un vrai changement depuis l'avènement d'Emmanuel Macron, et que donc, au final, il ne reste plus que les vraies personnes, on va dire, de droite, républicaines dans le parti, et que tous ceux qui étaient plutôt macronistes sont partis chez Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que cette droite actuelle n'est quand même pas un peu plus de droite qu'avant, dans le sens où voilà, les opportunistes sont peut-être déjà partis ? Ben, la preuve que non, je pense qu'une partie de ceux qui l'ont pensé être attirés par Macron et qui n'avaient pas passé le pas, ont passé le pas en le sauvant du désastre, puisque, encore une fois, vous avez une grande majorité des Républicains qui ont refusé de voter cette motion de censure, qui était donc une motion de défiance, en tout cas à la Première ministre, mais également, par définition, quand même au chef de l'État qui avait inspiré cette réforme. Donc, ils ont cautionné la politique d'Emmanuel Macron. Donc, partant de là, ils ont rejoint ils ont rejoint le camp présidentiel. Donc, ça clarifie, au contraire, la question du positionnement des Républicains. Mais les Républicains, de toute façon, depuis le départ, étaient sur un chemin de crête, ballottés qu'ils étaient entre la tendance à rejoindre ou la Macronie ou la tendance à rejoindre le Rassemblement national, parce qu'il n'y a plus de place aujourd'hui, je le crains, pour un parti centriste, vu que le parti centriste est déjà pris par Macron. C'est vrai qu'avec une présidence, Éric Ciotti, on va dire, une personnalité qui est quand même une des plus à droite, on va dire, des Républicains, qui était plutôt pour une alliance des droites, on peut y voir une certaine forme de paradoxe, dans le sens où lui était plutôt contre le fait de voter cette motion de censure, alors qu'en même temps, c'est peut-être celui qui est le plus à droite de ce parti. C'est leur problème. Je pense qu'il y a encore un enfermement intellectuel autour de ce cordon sanitaire qui ne veut plus rien dire aujourd'hui et qui oblige certains hommes de droite, certains républicains à se boucher le nez dès qu'ils parlent du Rassemblement national. Mais le Rassemblement national, qu'il le veuille ou non, a fait 42% à la présidentielle avec Marine Le Pen. Donc on ne peut plus se boucher le nez sur un parti populaire qui rassemble quasiment presque un Français sur deux, parce qu'en fait, les Français ont décidé à la place des Républicains, et les Français ont vu, à travers le Rassemblement national, que ce n'était pas le parti d'extrême droite et qu'il a pu être. Je ne dis pas que le Front National n'était pas un parti fréquentable, mais en tout cas, le Rassemblement national est un parti qui devient un parti banalisé. Et d'ailleurs, vous avez bien vu que pour cette motion de censure, dans le fond, le Rassemblement national a voté avec tous les autres partis indifféremment, et que ce cordon sanitaire a volé en éclats dans les faits, puisque ce sont l'ensemble des partis politiques, France Insoumise, Rassemblement national, quelques républicains, le mouvement de M. de Courson, qui se sont rassemblés pour tenter de faire tomber ce gouvernement. Bien sûr.
passer de l'autre côté de l'échiquier politique à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'avec la NUPES et en grande partie, on va dire, les députés de la France Insoumise, on assiste à une nouvelle manière de voir la politique. Ils comptent, on a l'impression, sur une forme d'insurrection dans la rue et une obstruction à l'Assemblée nationale. Que cherche vraiment Jean-Luc Mélenchon, selon vous? Oui, Jean-Luc Mélenchon a théorisé maintenant le fait que la censure devait être une censure populaire. Donc, il cherche, à flatter l'air du temps, qui est un air du temps insurrectionnel. Mais là, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui a créé cette insurrection qui flotte dans l'air. C'est en effet le résultat, excusez-moi, d'une crise permanente de la démocratie qui a éclaté naturellement avec cette mauvaise manière faite par le recours au 49.3 qui a été décidé parce que le gouvernement a craint que les parlementaires, que les députés ne votent un refus de la réforme. Donc le gouvernement a voulu éteindre une libre parole de députés à travers ce 49.3 qui, de mon point de vue, a été vraiment une grande maladresse, une violence, en tout cas une censure et un déni de démocratie. Je suis d'accord avec cela. Donc aujourd'hui, la société incandescente depuis longtemps, on ne va pas revenir sur le précédent des Gilets jaunes il y a 4 ans, mais déjà ce premier épisode avait montré que toute une société oubliée, la société de la France périphérique, de la classe moyenne, de la classe ordinaire, était prête à ruer dans les brancards parce qu'elle en avait assez d'être en dehors des radars des hommes politiques et des médias. Et donc, à ceci s'est rajouté aujourd'hui, non pas tellement la polémique sur la crise des retraites, que je trouve avoir été abusivement confisquée par les syndicats et les partis de gauche, mais que cette crise qui a été ouverte par le 49.3 et qui est une crise de la démocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le périmètre s'est élargi, si vous voulez. Il y a eu une rencontre entre une crise sociale, les retraites, et une grave crise démocratique ouverte par le 49.3. Et ceci me paraît en effet explosif parce que ce périmètre s'élargissant permet à beaucoup de ceux qui étaient réticents à rejoindre des manifestations conduites par la CGT Sud, la CFDT, et avec des vociférations sur la lutte des classes aujourd'hui, il est possible que beaucoup d'autres Français aient envie de rejoindre une protestation plus civilisationnelle, dans le fond, en protestant sur les mauvais usages faits par cette démocratie, qui est une démocratie confisquée. Alors maintenant, ma réflexion s'arrête là, parce que, tel que, pour l'instant, on voit la politique de la NUPES qui est de vouloir tout s'approprier, y compris de s'approprier ce mouvement beaucoup plus général, elle risque de se brûler les ailes et d'être le premier allié d'Emmanuel Macron en systématisant les violences, les brutalités, les sectarismes, ce que c'est faire la NUPES, et de décourager à nouveau ceux des citoyens qui auraient envie de rejoindre un mouvement protestataire. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Pour l'instant, toutes ces violences de rue, ces petites guérillas que l'on voit, notamment à Paris avec ces feux de poubelle, etc., ne sont pas très encourageants pour venir rejoindre un mouvement. Et il est possible d'ailleurs que Macron ait bien vu cette faiblesse-là et qu'il entende jouer de la lassitude, d'une possible lassitude d'une opinion qui, pour l'instant, est vent debout contre lui, bien entendu. Mais s'il y avait à rejouer ces scènes-là avec des violences inutiles, peut-être que Macron pourrait gagner la partie. Voilà. Donc je suis dans une... D'autant qu'il y a un autre paradoxe, c'est qu'on parle d'une société éruptive, et elle est éruptive dans les sondages. On voit bien que les Français sont dégoûtés. Le dégoût est un mot qui apparaît dans les sondages. Ils sont dégoûtés par la politique, sont déçus par la démocratie. Un sondage de la Fondapol de très récent montrait que 50% des Français ne croyaient plus en la démocratie, ce qui est énorme. Mais en même temps, il y a aussi, il faut bien le reconnaître, une somnolence générale, une sorte d'apathie, une sorte de renoncement d'une grande partie des Français qui semblent non pas accepter leur sort, mais penser qu'il est vain pour l'instant, dans un monde aussi incertain, que d'avoir à susciter d'autres désordres que ceux qui sont imposés par la force d'une guerre, par la force d'une société devenue de plus en plus ardue. Et parce que c'est vrai que dans cette opposition au gouvernement, on voit justement cette attitude plutôt de la gauche, de la France insoumise, qui va dans la rue, où on va dire il y a des violences, directes ou indirectes. Au contraire, le Rassemblement national utilise une
toute autre technique, totalement assumée par Marine Le Pen, qui est celle de la respectabilité, on va dire, où ils essaient d'être très bien habillés, de parfaitement se comporter, pour justement acquérir cette forme, on va dire, de stature, d'État. Au final, est-ce que vous ne pensez pas que cette attitude fait monter justement cette responsabilité du groupe RN et que ça va mener justement Marine Le Pen au pouvoir en 2027 ? Elle joue remarquablement bien. C'est-à-dire qu'on avait dit, si Marine Le Pen gagne les élections présidentielles en 2022, ce sera le désordre. On voit bien que le désordre est là et que Marine Le Pen a perdu. Donc le désordre est mené par un incendiaire qui s'appelle, un petit néron qui s'appelle Macron. Donc, et en effet, on voit bien qu'il y a une posture du Rassemblement national qui est de montrer que cette prétendue extrême droite-là est une droite qui se comporte remarquablement bien dans toutes les attitudes les plus républicaines, et que c'est l'extrême gauche, en l'occurrence, qui est vraiment fauteur de troubles et fauteur de sectarisme et d'intransigeance, et que le nouveau fascisme est celui qui est porté par les antifascistes. C'était cette phrase qui était été attribuée à Churchill, qui disait que le fascisme de demain les fascistes de demain s'appelleront les antifascistes. On est dedans. Et donc oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison, le Rassemblement national est en train de se consolider dans sa respectabilité, en tout cas dans sa respectabilité, peut-être pas dans son corpus idéologique, parce qu'il y a quand même, il reste une grande faiblesse, de mon point de vue, sur l'analyse sociétale faite par Marine Le Pen. Je pense que tout ne peut pas s'arrêter malgré tout au pouvoir d'achat, et que, en l'occurrence, Éric Zemmour avait eu raison dans sa campagne électorale de poser le problème civilisationnel, qui n'est pas un problème bien abordé, suffisamment abordé par Marine Le Pen, faute de concept dans le fond. Donc il lui reste cette faiblesse-là. Mais on peut très bien, dans l'hypothèse où au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, et comme tous les aveugles aujourd'hui sont dans la rue et ont montré leur incompétence, peut-être qu'un borgne, qu'un parti d'alternative pourrait être celui de Marine Le Pen. Mais vous voyez bien tout de même également dans l'opinion, et cela, c'est un argument qui est servi également par Macron actuellement, c'est qu'il considère encore Marine Le Pen et le Rassemblement national comme une sorte de bouée de sauvetage. C'est-à-dire qu'il était en train de dire dans son discours qu'il n'y a pas d'alternative dans le fond, et que la seule alternative pour l'instant, c'est lui. Et c'est un discours qui est encore entendu, me semble-t-il, dans une partie de l'opinion. Et si d'ailleurs, même la droite a été réticente à accentuer, à aller vers une sorte de dissolution, c'est que chacun voit bien, et même Mélenchon, d'ailleurs, Mélenchon ne demandait pas la dissolution, parce qu'on voit bien que s'il y a une dissolution aujourd'hui, c'est-à-dire s'il y a d'autres élections législatives, a priori, le vainqueur de ces élections législatives serait d'abord le Rassemblement national, il semblerait en tout cas. Donc il y aurait un risque à faire advenir précisément ce parti qui reste un parti uni. Mais là, quand je vous disais qu'on vit une crise de la démocratie, on vit une crise de la démocratie d'une oligarchie coupée du peuple, mais on vit aussi une crise de la démocratie des partis politiques eux-mêmes qui appliquent un sectarisme tel qu'ils rejettent également toute une partie d'un peuple. Donc c'est une crise de la démocratie qui est largement partagée. Bien sûr. C'est maintenant aux chroniqueurs de CNews que je m'adresse. Ce dimanche 19 avril, l'émission donc Face à Rioufol, à laquelle vous participez, qui est diffusée tous les dimanches à 20h, établissait un record historique sur la part de marché. Vous étiez première chaîne info et la meilleure minute de la journée. Comment vous expliquez cette réussite ? Écoutez, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un homme de télévision, je suis un homme de presse écrite. J'ai accepté bien volontiers cette proposition qui m'a été faite par CNews il y a maintenant 2 ans. Ça fait 2 ans que je tiens cette émission, en étant en même temps un peu affolé par cette responsabilité d'avoir à assumer seul une émission faite à ma mesure. C'est-à-dire que je décide moi-même des sujets, je décide moi-même des invités, avec Véronique Jacquier qui m'accompagne. Et donc, je ne peux pas vous dire, je suis content, je suis très content. C'est vrai que depuis septembre, mon émission est arrivée 20 fois de suite en tête des émissions sur ce créneau horaire par rapport à BFM et CNews. Je pense que les gens y voient, malgré mes maladresses qui peuvent arriver, ils y voient une sorte de sincérité et peut-être d'originalité dans la présentation des sujets. Et puis également, ils y voient des invités qu'ils ne verraient pas ailleurs. Je pense que
j'ai réussi à être moi-même, dans le fond, dans cette émission-là. Et je pense que c'est ce que reconnaissent les téléspectateurs. Mais je dis ça en toute humilité, parce que je reconnais également mes défauts. Et je ne vois pas... D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à me regarder dans ces rediffusions. C'est vrai que parfois, c'est une forme de sincérité, de naturel, qui plaît justement aux téléspectateurs. Je mets ça sur ce compte-là, oui. Ensuite, c'est vrai que la chaîne CNews est régulièrement sous pression de l'Arcom. La ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, a même évoqué une possible suppression de la fréquence d'émission de la chaîne. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, déjà, c'était le rôle de la ministre? Et qu'est-ce que ça révèle, peut-être, de la peur du pouvoir dans une chaîne un peu plus libre? Vous avez prononcé le mot, la peur du pouvoir d'une chaîne un peu plus libre, bien entendu. Ça a révélé ça, oui. Ça a révélé la profonde intolérance du parti majoritaire de la Macronie pour une expression trop libre, oui. Mais dès le départ, la Macronie avait fait comprendre qu'elle mettrait sous surveillance, en tout cas les réseaux sociaux, présupposé être porteur de propos haineux. Rappelez-vous, il y avait même eu des propositions de loi qui ont été passées pour réprimer les propos haineux. On est tous d'accord pour dire qu'il n'y ait pas, que les propos haineux sont insupportables. Simplement, il n'y a pas de définition d'un propos haineux. Un propos haineux peut être haineux pour quelqu'un et pas haineux pour d'autres. Et donc, il y a vraiment une sorte d'intolérance au cœur de ce pouvoir qui supporte mal la critique et qui vraiment est adossé à une pensée unique, à une pensée officielle, qui est d'ailleurs cautionnée par une grande partie des autres médias. Donc, cette réflexion de la ministre de la Culture était tout à fait inadmissible. D'abord parce que la ministre de la Culture est tenue, malgré tout, à un devoir de neutralité, malgré tout, dans l'équilibre des opinions. Elle n'a pas à dire Donc, on pensait que l'Arcom était indépendant. Et puis, l'autre révélation a été de montrer qu'en effet, l'Arcom était vu comme un instrument de pouvoir, puisque la ministre supposait que l'Arcom allait répondre, dans le fond, aux exigences du pouvoir central, du pouvoir exécutif, puisqu'elle disait que l'Arcom pouvait aller pouvoir enlever des fréquences. Donc, il y avait une double maladresse de ne pas respecter le principe de neutralité déjà. Et puis l'autre maladresse de montrer que l'Arcom pouvait être instrumentalisé d'une manière politique, ce qui est bien vrai d'ailleurs, parce que moi je trouve que l'Arcom, dans ses mises en demeure et dans ses réflexions, j'ai eu affaire à l'Arcom 2 ou 3 fois pour des réflexions que j'avais faites sur un plateau, qui étaient des réflexions tout à fait banales, et qui étaient des réflexions d'ailleurs qui avaient été avérées, et j'ai bien senti qu'il y avait là quand même un travers idéologique. L'Arcom à l'époque s'appelait le CSA. Et donc, oui, cela a montré, en effet, que le pouvoir est un pouvoir qui est un pouvoir fragile, parce que normalement, un pouvoir fort, enfin, en tout cas, un pouvoir sûr de lui-même n'a pas à s'inquiéter d'une libre expression de pensée, même dissonante, dissidente, et même de critiques virulentes. Or, là, on voit que le pouvoir, en effet, veut des médias à sa botte. Et de fait, il en a déjà beaucoup. Et je pense qu'au contraire, il devrait rendre hommage à CNews, qui a été une chaîne qui a ouvert formidablement le débat pluraliste. Enfin, écoute, on dit de CNews que c'est une chaîne de droite. Je suis navré. Alors, moi, je veux bien me réclamer de droite, mais d'abord, je ne représente pas tous CNews, et je peux vous assurer que j'affronte dans des débats des gens de gauche qui sont des gens costauds. Il n'y a aucun déséquilibre. Et d'ailleurs, s'il y en avait un, l'Arcom serait là pour le dire, et vous remarquerez d'ailleurs que l'Arcom, quelques jours après cette réflexion de la ministre de la Culture, a dit qu'effectivement, CNews respectait l'équilibre des opinions. Et au contraire, et puis l'autre chose qui était très choquante chez cette ministre-là, c'est qu'elle a fait cette réflexion sur France Inter, je crois bien, sur France Inter, qui est vraiment le parangon du déséquilibre du service public au profit d'un discours gouvernemental. Enfin, moi, j'ai plus de 40 ans de métier, je suis un vieux journaliste. Jamais de ma vie, je n'ai été invité sur France Inter. J'ai été invité un peu sur le service public sur France Culture 2 ou 3 fois, mais sur France Inter, jamais de la vie. Et je ne le serai jamais. Donc, vous voyez bien je veux bien qu'on parle de pluralisme, mais si on parle de pluralisme, il faudrait parler de pluralisme au moins dans une chaîne qui le respecte. Or, parler de pluralisme à France Inter, c'était se foutre du monde, pardon de me parler comme ça. Mais en plus, le grand paradoxe, c'est que CNews n'est pas payé par nos impôts. Bien, en plus de ça, en plus de pouvoir demander une forme de neutralité,
la grande différence entre les différentes chaînes privées et France Inter en l'occurrence, c'est que France Inter est payée par nos impôts à tous. Donc on devrait même avoir encore plus d'exigences vis-à-vis de la neutralité que pour une autre chaîne. Bien sûr, bien sûr. Ça paraît... Bien sûr, vous avez raison. Ensuite, vous avez dû le voir, Sonia Mabrouk, dans l'émission Quelle époque, avait demandé à Égide Lucet, justement, si elle comptait réaliser un cache investigation sur France Télévisions. La séquence avait provoqué un peu de malaise. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée ? Je n'ai pas vu la séquence, mais pourquoi pas? Je pense qu'il faut tout étaler, il faut tout montrer. Bien entendu, si on demande à être exigeant sur CNews, et CNews montre dans le fond sa bonne foi régulièrement, il faudrait demander la même exigence du service public, bien entendu. Vous l'avez dit, le service public est payé par nos impôts. Le service public devrait avoir d'abord une obligation de neutralité et d'équilibre dans les opinions. Or, le service public est le premier à décréter qu'il ne recevra pas tel ou tel parce qu'il serait nauséabond ou prétendument d'extrême droite. Aujourd'hui, maintenant, quiconque ne correspond pas au discours officiel est catalogué comme étant d'extrême droite. Or, on voit bien, on l'a abordé tout à l'heure à travers les violences urbaines, qu'aujourd'hui, s'il y a un extrémisme violent, ce n'est pas l'extrême droite, bien entendu, parce que l'extrême droite, d'abord, est résiduelle, elle n'existe plus. En tout cas, de mon point de vue, elle n'est pas représentée par le Rassemblement national, ce n'est pas vrai. Et qu'en revanche, les nouveaux fascistes, aujourd'hui, sont les antifascistes, bien entendu. Et donc, s'il y avait à s'alarmer, s'il y avait à être vigilant, Edoui Plenel vient de faire paraître un livre qui appelle à la vigilance contre l'extrême droite. Mais c'est un foutage de gueule, franchement. Et quand il appelle à la vigilance contre l'extrême droite, il appelle précisément à la censure, au boycott et à la mise et à la marginalisation de certains commentateurs. Mais vous vous rendez compte dans quel état d'esprit sont ces gens-là qui, au prétexte que certains ont l'audace de défendre la France, de s'inquiéter de la fragilité de la nation, de la cohésion nationale, seraient pour ceux-ci considérés comme étant des fascistes. Enfin, c'est absolument odieux. Et donc, on est dans ce sectarisme, dans cette violence totalitaire. On est dans un moment totalitaire, et ce moment totalitaire est représenté par la gauche et l'extrême gauche. En plus, pour vous faire une petite confidence, je faisais un reportage justement sur les mouvements d'extrême gauche antifascistes. Et j'ai eu le plaisir, nos auditeurs le verront bientôt, de pouvoir avoir le témoignage direct d'un journaliste de France Inter, bonnette à la main, qui faisait l'éloge des exceptionnels antifascistes qui, 2 jours avant, avaient lancé des cocktails Molotov et agressé des militants politiques. Voilà, c'est pour la petite parenthèse. Vous en verrez la démonstration tous les soirs à Paris. Maintenant, là, toutes les prétendus antifas sont les véritables fascistes qui sont en train, encore une fois, de faire le jeu pervers du pouvoir, parce que ces antifas-là sont en train de monter l'opinion et de jouer le jeu d'Emmanuel Macron. Bien sûr. Maintenant, parlons un petit peu Covid. Alors, votre dernier livre, Journal d'un paria, paru en 2022 aux éditions L'Artilleur, est le résultat de votre bloc-notes de 2020 et 2021, donc la période du Covid. Vous y retracez les errances et l'amateurisme de nos dirigeants pendant la pandémie, pour vous citer. Selon vous, que s'est-il passé pendant le Covid? Ils n'ont pas su? Ils n'ont pas voulu savoir? Ou alors est-ce qu'ils savaient et ils ont agi en conséquence de cause? En connaissance de cause. Ils ont interdit de dire. Et c'est ça la grande faille. Moi, je n'ai aucune compétence scientifique, bien entendu, mais simplement, j'ai vu très vite, à travers dans la manière dont le débat public a été mené et dans la manière dont la pensée officielle s'est construite, qu'il n'y avait de place que pour une pensée unique. Encore une fois, pour la pensée gouvernementale, qui était une pensée d'ailleurs qui était insufflée par les laboratoires pharmaceutiques, parce que les slogans gouvernementaux reproduisaient les certitudes des laboratoires pharmaceutiques, notamment sur les vaccins. Et puis, il y a eu une sorte de mimétisme international sur les confinements. Il y a eu une sorte d'exemplarité donnée par le régime chinois. Pardon pour l'exemple, mais beaucoup de pays se sont un peu rués sur ce totalitarisme-là, afin de mimer, de mon point de vue, en tout cas en ce qui concerne la France, une autorité de l'État, un autoritarisme d'État qui faisait défaut sur tous les autres sujets. Est-ce qu'il y a besoin de revenir sur l'abandon de la société aux voyous, à ceux qui contestent l'école, la cohésion, le pouvoir, enfin tout ce que vous voulez. Et donc,
immédiatement, alors si pendant les 15 premiers jours du Covid, naturellement, j'ai agréé à tous ces discours qui disaient que ce que nous allions vivre était épouvantable. Et je n'avais pas d'autres éléments pour le contester. Et puis je me suis rendu compte très vite qu'il y avait quand même et des scientifiques et des médecins qui mettaient en alerte sur l'hystérie sanitaire qui commençait à se profiler. Et j'ai vu que ces gens-là étaient sommés de se taire et cela m'a agacé parce que dans une démocratie, on devrait pouvoir entendre tout le monde. Et puis j'ai vu que ceci s'était aggravé dans une sorte de certitude dogmatique menée par le gouvernement, très maladroitement, reprenant dans le fond les slogans orwelliens du type « le parti a toujours raison ». Et du coup, je me suis heurté, dans le fond, à une incapacité d'avoir à exprimer. Je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à exprimer, sans être caricaturé comme complotiste, des doutes élémentaires, une rationalité, dans le fond, sur cette hystérisation, sur cette fabrique de la peur, et sur les doutes qui pouvaient émaner de certains de scientifiques ou de médecins qui disaient que d'abord le confinement était excessif, qu'il ne servait sans doute pas à rien, parce que ces doutes-là maintenant sont évidents, parce qu'il a été prouvé que les confinements ne servaient à rien, qu'ils ont été excessifs, mais à l'époque déjà, vous aviez beaucoup de personnes. Et le bon sens même, dans le fond, pouvait amener à ceci. Et donc, j'ai commencé à être marginalisé, mais à pouvoir le dire malgré tout. À l'époque, j'étais chez Pascal Praud et on a pu ébranler beaucoup de certitudes dans cette émission. Et puis ensuite, il y a eu ces mensonges officiels qui ont été lancés sur les vaccins anti-Covid, dont on nous disait qu'ils n'étaient pas du tout expérimentaux, alors qu'ils étaient expérimentaux, dont on nous disait qu'ils soignaient, qu'ils protégeaient à 98%, reprenant les slogans des laboratoires pharmaceutiques, alors qu'on s'est aperçu qu'ils ne protégeaient pas à 98%. Non seulement ça, mais qu'ils ne protégeaient même pas du tout. Non seulement ça, mais qu'ils ne protégeaient même pas soi-même et de la contamination, de la transmission. Bref, on a vu qu'il y a eu un certain nombre de désinformations et de fake news qui ont été entretenues et qui ont conduit à cette abomination du passeport vaccinal. C'était le 12 juillet 2022, je crois, me souvenir, du passeport vaccinal qui a introduit une véritable contrainte, une discrimination au cœur d'une République qui ne cesse de nous dire qu'il ne faut pas discriminer. Et comme j'ai refusé moi-même et de me faire vacciner sur ce vaccin-là, parce que je ne croyais pas, j'avais encore des doutes sur les vaccins, je ne regrette pas, et également et que j'ai accepté mon sort de paria, d'où le titre de mon livre, en refusant de porter quoi que ce soit qui pourrait ressembler à un passeport que je n'avais pas de toute façon. Donc je me suis retiré du monde social en étant interdit de restaurants, de bistrots, de cinéma pendant un certain temps. Beaucoup de gens ont vécu une ségrégation sanitaire insupportable. Et une ségrégation sanitaire insupportable, j'aurais pu me tromper dans le fond, et peut-être que si les faits m'avaient donné tort, j'aurais bien reconnu que je m'étais trompé, mais simplement, je ne me suis pas trompé. Les faits montrent qu'en effet, ce passeport sanitaire était également odieux, était un acte d'autorité, d'autoritarisme, une sorte d'hygiénisme d'État, et une tyrannie sanitaire, je reprends ce mot-là, c'était vraiment une tyrannie sanitaire, qu'à partir du moment où vous empêchez des gens d'aller et venir à leur guise, et que vous les empêchez même d'avoir un libre consentement sur le vaccin, j'ai trouvé qu'il y avait eu là un désordre intellectuel même troublant, parce que vous remarquerez qu'on a été très peu dans les médias et surtout dans le monde politique, dans le monde intellectuel, à protester contre ces atteintes portées aux libertés essentielles. Et j'ai regretté beaucoup la démission de tous les... Il y a eu quelques exceptions. Bernard-Henri Lévy, pour une fois, avait vu juste sur cette manière liberticide d'avoir à appliquer ce biopouvoir. Comte-Sponville également avait pris ses distances, mais tous les autres grands intellectuels, à ma connaissance, ont cautionné, dans le fond, ce mouvement, de mon point de vue, encore une fois, totalitaire dans la mesure où il n'y avait plus place pour la dissonance, pour le dissensus. Il fallait absolument applaudir au scientisme, c'est-à-dire croire en la science. Rien n'est plus sot que de croire en la science. Je respecte les scientifiques. Croire aveuglément, comme si la science était devenue une nouvelle religion. Et de fait, la science est devenue une sorte d'avatar des religions disparues. Et donc voilà, on a été sommé de croire en la science, et la science a produit ses relapses, a produit ses hérétiques, a produit ses sorciers, ses chasses aux sorciers.
Raoult a été un de ces sorciers qui a été brûlé en place publique, d'une manière odieuse de mon point de vue. Et donc, on en est là, sauf que maintenant que les faits commencent à être établis, je remarque que la presse française ne se bouscule pas pour montrer qu'elle-même s'est trompée en cautionnant systématiquement le discours officiel. BFM TV l'avait même reconnu officiellement, qu'ils ne savaient pas si, on va dire, c'était vrai, mais qu'ils avaient juste suivi aveuglément les paroles du pouvoir. Oui, enfin, je sais pas, j'ai vu qu'il y a 3 jours de cela, dans le Parisien refait un papier pour descendre, en traitant de complotistes, les quelques livres qui sortent aujourd'hui et qui ébranlent le discours commun. Donc, à nouveau, il y a une sorte d'omerta, puisqu'on est d'omerta qui est plaqué sur tous ces livres-là qui sortent et qui ont énormément de succès, bien entendu, et qui montrent qu'il y a eu un abus de confiance. Moi, je parle d'abus de confiance, très franchement. Et ces médias-là cautionnent à nouveau leurs erreurs. Ce n'est pas, si vous remarquerez, ce n'est pas la même chose dans la presse anglo-saxonne, qui est beaucoup plus critique et qui commence, elle, à revisiter, comme on dit, les scénarios sanitaires et le mimétisme international. D'ailleurs, est-ce que dans cette période-là, comme dans toutes les autres périodes historiques, les résistants ne sont pas forcément ceux à qui on s'attendait? Quelque part, toujours, tout le monde est... quand on parle, on va dire, a posteriori d'une guerre, en l'occurrence par exemple de la Seconde Guerre mondiale, on dit « Ah oui, moi j'aurais été résistant ». Il y a 95% de personnes qui disent « Oui, moi j'aurais été résistant ». Alors qu'au final, quand on va dire, quand d'une autre manière, il faut résister, on va dire, à un pouvoir qui nous impose des choses et qu'il faut avoir un esprit éclairé, là, on a vraiment besoin de résistants, et là, tout d'un coup, plus personne. En tout cas, on n'était pas nombreux, c'est tout ce que je peux vous dire, parce que là, je m'en souviens bien, et on se comptait et on se reconnaissait dans la rue, si je puis dire presque. Et encore maintenant, il y a une sorte de petit cercle de résistants, de ceux qui jusqu'au bout, ont tenu bon. Et je suis content d'abord, non, je suis content. Je suis content d'avoir tenu bon, en effet, de ne pas m'être trompé, déjà. J'aurais pu me tromper. Mais ce qui m'a affolé, c'était la rapidité avec laquelle les Français, les intellectuels et les Français ont renoncé à leurs libertés essentielles, d'aller et venir, de liberté de consentement, au prétexte d'avoir à assumer d'avoir à répondre à une sécurité très largement mythifiée, très largement instrumentalisée. Et donc, cela donne à réfléchir sur la manière dont les peuples peuvent se soumettre à des politiques de la peur. Parce que cette politique de la peur, vous pouvez la décliner. Ça a été la peur du Covid, mais ça peut être la peur du réchauffement climatique, ça peut être la peur du populisme, ça peut être la peur de la guerre, etc. Et donc, vous vous rendez compte que les peuples s'instrumentalisent très facilement si vous avez un pouvoir qui est suffisamment habile, dans le fond, pour distiller des messages anxiogènes. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça, c'est ce qui me fait dire que la crise de la démocratie dont nous parlions précédemment est une crise qui envahit tout, parce qu'il n'y a plus de contre-pouvoir, il n'y a plus suffisamment d'esprit critique, il n'y a plus cette, me semble-t-il, cette indignation élémentaire qui devrait parcourir chaque citoyen quand il se prétend être un citoyen libre. Donc oui, les résistants, alors ce sont des résistances bien minces par rapport aux résistants qu'on a pu connaître pendant l'occupation. Mais il y a le même mécanisme psychologique. Mais c'est exactement le même mécanisme de psychologie, vous avez raison. Et moi, je me suis formé quand j'étais adolescent à toute la littérature antitotalitaire, enfin tous ceux qui avaient dénoncé les totalitarismes russes, soviétiques, chinois, etc. Et Orwell notamment, enfin, et tout cela. Et ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est que je vais retrouver dans ces discours politiques imposés, j'avais retrouvé ces mêmes mécanismes précisément d'intolérance et de relégation de tous ceux qui ne voulaient pas baisser les chines. Et c'est ceci qui m'avait mis la puce à l'oreille, et de me dire que ce que nous vivions là, à travers cette crise sanitaire, était une crise beaucoup plus démocratique que sanitaire. Surtout, est-ce qu'on peut réellement en vouloir à une population qui en vient à se poser des questions sur, on va dire, un plat servi, une vérité, on va dire, d'État vis-à-vis du Covid? Est-ce que c'est pas au final même normal qu'on puisse se poser des questions, dans le sens où on vit une crise économique, une crise d'identité, une crise sur à peu près tout ce qui fait notre société, et là on vient, on va dire, au moment du Covid, nous apporter une vérité toute prête, et on est censé l'accepter gentiment et ne pas la remettre en question, alors même que ces mêmes gouvernements nous mettent dans des situations délicates, jour après jour, en dehors de ça.
Oui, mais la réflexion n'a pas été portée. C'est-à-dire que, plus gravement, il y a une crise de l'intelligence. C'est-à-dire que, encore une fois, on aurait dû, bien sûr, il aurait dû être permis de s'interroger sur cette mise en exergue de la santé comme étant le point culminant. C'est à la limite, ce n'était plus liberté, égalité, fraternité qui devenait la devise de la République, mais c'était liberté, égalité, santé. Or, la santé n'est pas une valeur en soi. C'était absolument absurde que d'avoir à défendre la santé à tout prix, de défendre la vie nue, parce que c'était ça, en fait, ce que le discours hygiéniste de l'État était de dire que rien ne valait que de défendre la vie. Mais la vie en soi n'a pas d'intérêt si c'est une vie vide. Une vie pleine peut être plus intéressante si c'est une vie courte qu'une vie nue. Et donc, voilà, on est tombé dans une sorte d'hystérie sur une vie réduite à une peur de la mort, parce qu'en fait, c'était ça, le fond de l'affaire, qui aurait dû être étudié par les philosophes. Et ce n'est pas mon domaine, mais il aurait fallu confronter la société à sa métaphysique et à son rejet de la mort. Or, la mort ne peut pas et fait partie de notre destin, bien entendu. Donc, il y avait toutes ces grandes questions qui ont été évacuées, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, nous vivons un monde matérialiste qui vit dans l'immédiateté, dans une sorte de jouissance immédiate et à courte vue, et que les intellectuels, j'en veux beaucoup aux intellectuels de n'avoir pas été à la hauteur de ce moment essentiel, parce que je crois que même si nous avons retrouvé en partie nos libertés, bien entendu, depuis, il n'y a plus de confinement, il n'y a plus de passeport sanitaire, Dieu merci. Vous savez, le passeport sanitaire, on pouvait en faire la corrélation avec ce qui était les sortes de passeports citoyens qui étaient exigés en 1793 dans la loi des suspects. C'était un peu la même chose également. Il fallait qu'on sorte son petit billet montrant qu'on était un bon citoyen. Et on a vu ce que cela a donné en 1993. Donc, je pense que nous avons retrouvé nos libertés, certes, mais je pense qu'on ne les retrouve jamais totalement. Et je crois qu'un pli a été pris, en tout cas avec cette conception du pouvoir qui est celle d'aujourd'hui, d'avoir un pouvoir apolitique, parce que c'était ça, dans le fond, la mesure d'Emmanuel Macron, de dire qu'il ne faisait pas de politique dans son autoritarisme-là, et qu'il ne se préoccupait que de la protection des Français à travers leur santé. Il n'est pas foutu de protéger les Français dans leur existence quotidienne, sur l'insécurité, sur l'éducation, sur la déculturation, mais il voulait absolument protéger les Français sur la santé. Rappelez-vous sa politique des petits gestes. Il avait même à la télévision, il venait nous dire qu'il fallait se laver les mains, ne pas embrasser sa grand-mère. Ça, c'était le Premier ministre de l'époque, ou je ne sais quoi. Enfin, des dérisions totales qui signifiaient l'infantilisation voulue de l'opinion. Et en effet, il y a eu cette infantilisation qui a été obtenue par cette politique aberrante et par cette démission de tous ceux qui étaient prétendument des lanceurs d'alerte. Et je leur en veux beaucoup. Beaucoup de ces lanceurs d'alerte ont quelque part eu tort d'avoir raison trop tôt. Petit à petit, on voit quand même qu'ils sont d'une certaine manière réhabilités. Petit à petit, les informations sortent, par exemple comme sur l'origine du virus, sur l'efficacité des vaccins, sur l'efficacité des masques, sur l'efficacité des confinements, sur, par exemple, tout ce qui est conseil par McKinsey, etc. Il y a certains mécanismes qui sont mis au jour pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à une réhabilitation quelque part totale de ces personnes qui, quelque part, ont eu plutôt raison avant tout le monde, au final? Pas pour l'instant, non. L'histoire donnera raison, mais il n'y aura jamais, a priori, de mea culpa de ceux qui ont mené une politique qui était une politique erronée, parce qu'ils ne reconnaîtront pas leur erreur. Enfin, en tout cas, ils ne la reconnaissent pas. Ils pourraient le reconnaître, parce que ces faits sont quasiment avérés. On peut encore, je veux bien que l'on en débatte encore, mais enfin, il y a quand même, ne serait-ce que sur l'efficacité des vaccins, je n'ai pas entendu, rappelez-vous, le slogan officiel, c'était « tous vaccinés, tous protégés ». Je n'ai pas entendu que le gouvernement se soit excusé de cette fake news. Lui qui voit des fake news partout, il n'a rien dit de sa propre fake news, donc il ne dira rien d'ailleurs. Et les médias ne diront rien non plus. Enfin, les médias qui ont cautionné toute cette politique, et il y en a eu beaucoup. Rappelez-vous, l'Express s'est ridiculisé, par exemple, en aboyant contre les prétendus complotistes dont on s'aperçoit qu'ils ont eu raison. Et de tous ceux sur les réseaux, c'était amusant de voir que sur Twitter, par exemple, je suis un peu sur Twitter, vous aviez à un moment, la grande mode était de montrer que vous aviez trois
trois doses de vaccin, etc., pour bien montrer qu'ils étaient fidèles à la Macronie, au gouvernement, dans une sorte de révérence odieuse, enfin, pour ceux qui n'aiment pas être du côté du manche systématiquement. Et donc voilà, tous ces petits gens-là ont enlevé bien sûr leurs 3 doses sur leur compte Twitter, mais ne se sont pas excusés. Et j'ai encore en mémoire tous ces médecins de plateaux de télévision qui insultaient ceux qui demandaient simplement à prendre un peu de recul. Moi-même ayant été accusé d'avoir du sang sur les mains par un médecin cinglé dont je tairai le nom par délicatesse, mais je n'ai pas oublié tous ces dérapages. Ouais. Merci beaucoup, M. Rieufol. Très bonne journée à vous. Merci à vous. Merci.